il existe, il doit y avoir une masse, mais on ne connaît pas la masse. En fait, on aurait pu le trouver avant, on aurait pu le trouver beaucoup plus facilement. Et en fait, en décembre 2011, vous savez, une tension absolument terrible au LHC, parce que voilà la situation, tout ça a été balayé, en fait, et exclu, et complètement exclu. Tout ça a été complètement exclu. Il ne reste plus qu'une petite fenêtre. Dans cette petite fenêtre-là, par rapport à, ça c'est normalisé par rapport à l'attendu en présence d'un boson de Higgs, il nous reste effectivement un petit excès, juste dans cette petite plage-là. Pas assez pour parler d'une découverte, mais en tout cas, un excès significatif, mais tout le reste est balayé. Et ça, c'est en décembre 2011, on a décidé donc de fermer l'accès à tous les événements susceptibles de tomber dans cette plage de masse. On a tout réoptimisé les analyses et on s'est retrouvé à la mi-juin 2012 pour ouvrir la fenêtre, ouvrir la porte. Et là, c'est un moment qui était extrêmement dramatique parce qu'il faut, quand on fait ça, on a en tête tout ce que je vous ai raconté avant. Si on ne trouve rien, l'édifice intellectuel absolument extraordinaire depuis quelques siècles s'écoule d'un coup sec. On n'est pas perdu, peut-être qu'on trouvera autre chose, mais en tout cas, c'est un truc absolument dramatique. C'est la dernière fenêtre, c'est le dernier moment, on pousse le return, c'est effectivement comme ça, on est dans une salle et puis on attend de voir ce qui sort. Moi, en l'occurrence, on est nombreux, il y a plusieurs groupes d'analyse, il y a plein de sujets. Le mien, c'était les 4 leptons dans CMS, c'est un des canaux vraiment phares pour ce laboratoire de la découverte. On s'est retrouvé donc c'est pour ça que bon, c'est juste à l'époque, les gens s'y trompaient. Moi, le monde avait titré en décembre 2011 la chasse au boson de Higgs touche presque sa fin. C'était un titre assez brillant parce que c'était peut-être la fin ou peut-être le début de la. Ça, à l'époque, on ne savait pas encore. Je vous le disais, c'est pas évident. Hein? On aurait pu espérer que le boson de Higgs était ailleurs. Il n'y a aucune raison qu'il soit exactement à l'endroit le plus difficile qu'il soit. L'endroit où on l'a trouvé, on ne peut pas faire pire. C'est le pire endroit qui soit. C'est l'endroit absolument inaccessible. Comme si la nature avait caché un zénon de ses trésors précieux dans l'endroit le plus inaccessible. Il se trouve qu'à posteriori, la nature s'est montrée très généreuse parce que c'est le seul endroit où le boson de Higgs se couple à toutes les particules de façon observable au LHC, donc on est capable d'observer sous toutes ses coutures. Nulle part ailleurs on aurait pu faire ça, mais il se trouve que c'est l'endroit le plus difficile en fait pour la même raison, c'est qu'il se désintègre en tellement de façons que c'est extrêmement difficile de mettre la main sur une signature. Ben, on en est là, il reste une petite plage microscopique et on est au bord du gouffre. Voici ce qui se passe en fonction des modes de désintégration. Le boson de Higgs et cette masse-là s'intègre en toutes les particules avec une probabilité non négligeable. Il y a deux modes particuliers d'observation les plus payants, c'est en paire de photons ou en 4 leptons à travers des bosons Z, dont un qui est hors justement, ça veut dire virtuel, lui n'existe pas vraiment, mais c'est une chaîne de désinterprétation qui mène à 4 leptons. Et en fait, on s'est focalisé sur ces deux canaux-là, les canaux de haute résolution. Et puis voilà ce qui se passe, on est là à la mi-juin 2012, dans une petite salle. On a ouvert l'accès à toutes les données à droite et à toutes les données à gauche, mais pas ici. Et on attend de voir ce qui tombe là. Personne ne sait, en fait, dans CMS, on n'a pas regardé derrière le rideau encore. Et on pousse le return button, le bouton de return, puis voilà ce qui apparaît. Dans cette zone de masse-là, avec les événements. Donc, à ce moment-là, à la mi-juin 2012, on sait qu'on a fait la découverte du boson de Higgs. On a fêté dans CMS déjà, c'est une photo qui est prise de l'expérience des physiciens pour montrer que c'est une grande collaboration, le 27 juin 2012. L'annonce a été faite le 4 juillet 2012, mais les journalistes un peu plus fins se sont rapidement aperçus qu'il y avait plus la moindre bouteille de champagne ou de bière dans tous les magasins. Tous les magasins au CERN, donc ils savaient qu'il y avait quelque chose qui se passait. On n'a pas arrêté de fêter pendant plusieurs semaines. Jusqu'à ces moments qui, lui, appartient vraiment à l'histoire officielle, qui est la découverte, donc l'annonce du boson de Higgs ici avec les porte-paroles de l'expérience CMS et Atlas. Ce qu'on a vu à l'époque, c'est ça, donc dans les deux canaux de haute résolution, une petite bosse. Cette petite bosse-là, elle est totalement insignifiante, mais quand vous savez à quoi ça réfère, je vous l'ai dit à quoi ça réfère dans l'histoire des concepts et dans l'importance dans l'histoire de l'univers, les symétries de jauge, le fait qu'il faut donner la masse aux particules, etc., c'est quand même extrêmement dramatique. Et c'est que ces deux petites bosses dans le canal 2 photons de CMS et Atlas et dans le canal 4 leptons. À l'époque, c'était pas encore totalement convaincant, mais la somme de tout ça mis ensemble était suffisante pour déclarer une découverte à 5, ce qu'on appelle à 5 standard. Ça, c'est un candidat, vous parlez de photographie, de feux d'artifice, voilà, un de ces feux d'artifice, c'est un candidat dans l'expérience CMS du boson de Higgs en paire de photons. Ça, c'est un événement réel qui est simplement redessiné.
Le photon traverse toute la matière sans laisser de traces ici, sans laisser de traces là, et il produit un dépôt d'énergie localisé très intense dans la fenêtre électromagnétique en haut et en bas, et on reconnaît ça, c'est comme la production d'une paire de photons. Voici un événement de paire de 4 électrons, du boson de Higgs. Donc là, on a un Z qui s'est désintégré en 2 électrons, et 2 particules très pénétrantes, une qui est ici, et l'autre muon, il est perdu, je ne sais pas où, il est là-bas. Et ces 2 muons-là, ben, c'est un boson Z en 2 électrons, un boson Z en 2 muons, dans la bonne plage de masse. Ben, les journaux s'y sont pas trompés, et comme vous avez eu toute l'histoire maintenant, vous savez que c'était pour de vrai, ils avaient raison de s'exciter sur cette découverte. C'est une découverte absolument importante. Les choses ont continué depuis. Voilà un petit... je sais pas si ça va marcher, oui. Ça c'est une petite animation de la collection de données jusqu'à maintenant. Ben, maintenant où on en est, ben, on en est là. Donc je pense qu'on n'a plus vraiment besoin d'une analyse sophistiquée pour voir qu'il y a une résonance de plus ici, une nouvelle résonance. Ça c'est le boson Z qui, de façon très rare, mais déjà on voit quand même se désintégrer de temps en temps en 4 électrons, un seul boson Z en 4 électrons, par un processus intermédiaire virtuel. Ça c'est la paire de boson Z à 680 GeV, 2 fois la masse du boson Z, et entre les deux, à 125 GeV, 126 GeV, j'ai ce nouveau boson. Cette masse, je vous l'ai dit, est très particulière. Elle permettra d'observer où est lâché le boson sous toutes ses coutures. On a déjà déterminé par ça déjà le spin de la parité de l'objet. C'est bien un objet scalaire de ce qu'on appelle un scalaire, donc 0+, de spin parité. Donc ça confirme le fait que c'est bien les nombres quantiques qu'on attend pour le boson associé au champ de Higgs. Ça, c'est un peu compliqué, juste pour vous montrer. Ça, c'est le couplage au fermion, le couplage au boson vecteur. Quand on mélange la totalité de toutes les analyses, et comme vous voyez, ça commence à converger. Le cercle au milieu nous montre où on en est maintenant. Donc, ça correspond bien même aux valeurs du couplage attendu pour un boson standard. Donc, à partir de ce moment-là, et cette observation-là, qui a vu ce printemps, la conférence de Boréon ce printemps, le 14 mars, là, le CERN a annoncé effectivement que non seulement c'est une nouvelle particule, un boson, mais c'est le boson de Higgs. Voilà. Donc ça a été confirmé maintenant, et il n'y a plus de doute possible. Une des choses les plus marquantes, les plus significantes, si on veut que ce soit confirmé sur le boson de Higgs, c'est que le boson de Higgs, il doit se coupler à la masse. Donc il se couple en fait à la masse des particules et à la masse carrée des bosons de l'interaction faible en fait. Et on peut donc mesurer ce couplage en fonction de la masse. Ce n'est pas encore très précis, mais voilà ce que ça donne. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument convaincant. Voilà le couplage en fonction de la masse, et vous voyez que tout s'aligne parfaitement. Donc on a bien découvert l'origine de la masse des particules. Comme je connais aussi l'origine de la masse des bosons de neutrons, on a donc découvert l'origine a priori de toute la masse. Et a priori donc l'origine de la masse inertielle, donc autant qu'on sache. Et voilà. C'est une petite photo que je vais vous montrer parce qu'il y a déjà eu un prix pour CNSC Atlas pour la découverte du boson de Higgs. Ça a été pris à Stockholm. Le premier prix s'appelle pas le vrai prix, il arrive en octobre. Ça a été donné aux 2 expériences, en fait, au début juillet 2013. Et on voit M. Higgs qui est juste ici, et M. Englert qui est quelque part caché, il est là. Englert et Higgs étaient présents ce jour-là avec les responsables des expériences CNSC Atlas. OK. Ben, l'épilogue, je vais terminer maintenant, c'est certainement un triomphe, puis en même temps c'est un triomphe un peu paradoxal. Déjà, dans un premier temps, ben, je pense qu'on peut dire que la nature a choisi l'élégance et la simplicité. À la fin, le mécanisme est vraiment extrêmement beau et extrêmement simple. C'est une solution qui est extraordinairement inventive, qui est à l'origine de la substance de la matière. Et la masse, pour autant qu'on sache, la masse inertielle émerge spontanément à partir de rien, essentiellement. Les principes de symétrie et d'universalité permettent de comprendre la matière et les interactions, de contempler les très petites distances. En fait, avec le boson de Higgs, la théorie est régularisée et on est capable, au moins conceptuellement, peut-être qu'il y aura autre chose, mais on est en principe capable de calculer jusqu'à l'échelle de Planck pour autant qu'on en sache. On est capable d'écrire l'équation de l'univers sur un t-shirt. Maintenant, il y avait celui de l'électromagnétique. Voici l'équation de l'univers sur un t-shirt. Ça, c'est la description des forces électromagnétiques faibles et nucléaires fortes. Les notations sont compactes. Si vous voulez, je vous montrerai en backup l'image de la vraie théorie. Quand j'étends l'équation, en fait, ça c'est pour attirer les étudiants. La réalité, c'est vachement plus complexe. Mais ceci dit, c'est correct. Hein. C'est formellement l'équation complète et correcte de l'univers. Description des forces électromagnétiques faibles et fortes. L'action des forces sur les quarks électrons. Comment les particules acquièrent une masse.
Et le potentiel qui permet le mécanisme de Higgs. Vous pouvez, si vous allez au CERN, vous aurez l'occasion d'acheter ce t-shirt et d'expliquer à vos amis comment ça fonctionne. Voilà. Donc le champ de Higgs, ben, c'est la clé de voûte de la théorie de l'infinité, c'est la clé vraiment essentielle à notre récit de l'univers. Et comme je disais, on est en plongeant dans l'infiniment petit, ben, on est tombé sur le cosmos. Qu'est-ce que ça emmène pour le futur? Ben, pour l'instant, on est un peu dans le spéculatif. On pense que le boson de Higgs pourrait être un portail vers un secteur caché. En fait, j'ai introduit un champ scalaire. La question, c'est pourquoi je n'introduis pas d'autres champs scalaires? Ben, on peut introduire d'autres champs scalaires. Et il y a des modèles où on introduit, par exemple, un deuxième doublet dans la théorie fondamentale. Ça implique l'existence de 5 bosons et non pas qu'un seul boson. Et on peut introduire des champs scalaires additionnels. Par exemple, on appelle ça des vides inertes. Ce sont des vides où il n'y a pas d'interaction avec il n'y a pas de valeur